Mais il ne faut pas toujours tellement épuiser un sujet qu'on ne laisse rien à faire au lecteur. Il ne s'agit pas de faire lire, mais de faire penser. Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, sublima par son génie le siècle des Lumières. Ses idées et ses œuvres magistrales parcoururent le monde et les générations pour devenir unanimement universelles. Montesquieu, l'illustre écrivain-philosophe du XVIIIe siècle, est loin d'être un homme ordinaire. Cet aristocrate de naissance allie harmonieusement les nombreux mérites d'un savant, d'un moraliste, d'un sociologue, d'un penseur, tout en préservant admirablement son âme de vigneron gascon. Tout au long de son existence, Montesquieu évolue entre sa terre natale, magnifiée, la Gironde, et la capitale parisienne, source de tous ses enfiévrements intellectuels et culturels. Montesquieu, ce citoyen du monde, cet académicien mondain, ce précurseur de la science politique et de la sociologie, figure comme un écrivain philosophe dont les pensées et les ouvrages majeurs, dont le monumental de l'Esprit des lois, bouleversèrent les idées reçues du XVIIIe siècle, influant même encore sur nos démocraties modernes. Le majestueux château de la Brède, lieu de naissance de l'illustre écrivain Montesquieu, se situe en Gironde, à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Cette demeure féodale fut érigée en 1308 et remaniée à l'époque de la Renaissance. Elle conserve l'apparence d'une forteresse gothique de forme polygonale, ceinturée de douves, égayée parfois par la danse gracieuse des carpes frétillantes. Alors nous sommes ici au château de la Brède. La baronnie a été érigée au XIe siècle. Déjà, c'était pour la famille maternelle de Montesquieu. Le château, lui, est une construction du XIVe siècle. C'est un château fort, défensif, avec une succession de ponts-levis et des douves qui entourent le château. C'est d'ailleurs à cause de ces douves que le château a une forme très étrange puisqu'il est polygonal. Il a 17 côtés différents. Le château a été remanié au fur et à mesure de ses habitations. Les fenêtres ont été agrandies à la Renaissance et uniformisées au XIXe siècle. Le domaine qui entoure le château mesure 150 hectares et c'est, à quelques détails près, le même domaine qu'à l'époque de Montesquieu. En 1686, l'union de Jacques de Secondat, baron de Montesquieu, et de Marie-Françoise de Penel, baronne de la Brède, est célébrée. Cette dernière apportant sous forme de dot la prestigieuse forteresse. Montesquieu est né dans ce château qui lui venait de Marie-Françoise de Pesnel, sa mère. Elle avait épousé Jacques de Secondat, qui en même temps que son épouse devient propriétaire, terrien propriétaire de la Brède. Ce couple a eu 5 enfants. 3 filles, dont une décédée très jeune, les 2 autres étaient religieuses, et 2 garçons, donc Montesquieu, et son petit frère, Joseph de Secondat, lui-même religieux, puisqu'il était doyen de l'église Saint-Seurin à Bordeaux. C'est ainsi que Charles-Louis de Secondat, futur baron de la Brède et de Montesquieu, vint au monde, au milieu du grand siècle, le 18 janvier 1689, au château de la Brède. Il voit pendant toute son existence une véritable adoration à sa forteresse et à son domaine arboré de 150 hectares. C'est un des lieux aussi agréables qu'il y ait en France, tant la nature s'y trouve dans sa robe de chambre et au lever de son lit. Il était d'usage dans les familles nobles de confier dès sa venue au monde l'enfant à une nourrice. Ainsi fut fait. Pendant 3 années, le jeune Charles-Louis demeure au moulin du bourg, joue avec les petits paysans du cru, s'aguerrit à l'environnement naturel régional, celui-ci finissant même par ne s'exprimer qu'uniquement en gascon. Bientôt, Montesquieu, qui porte le nom de Charles-Louis de la Brède, son titre de baron de Montesquieu lui revenant seulement au décès de son oncle en 1716,
retourne vivre au château. Dans un premier temps, il est scolarisé à l'école du village, puis à Bordeaux, où il loge dans un pied-à-terre de son père, rue Bouhot, l'actuelle rue Sainte-Catherine. À l'âge de 11 ans, quelques années après le décès de sa mère, intervenue prématurément en couche en 1696, le jeune provincial devient pensionnaire. Montesquieu a fait des études au collège oratorien de Juilly, près de Paris. Il aura des professeurs qui seront certainement plus réputés que ceux de Bordeaux. Il aura un enseignement peut-être plus moderne également. Il pourra connaître la philosophie de Malebranche. La pédagogie libérale régnante permet une meilleure ouverture d'esprit, moins sectaire que l'enseignement jésuite de l'époque. Ainsi, Montesquieu se forme à la langue française, à l'art oratoire, à la philosophie, aux mathématiques et à l'histoire. Cet apprentissage méthodique et ses nombreuses lectures assidues incarneront l'un des fondements de son esprit critique. Membre d'une famille célèbre de magistrats bordelais, Montesquieu poursuit sa destinée juridique inéluctable. En 1708, il est licencié en droit à l'université de Bordeaux. Il parachève sa formation à Paris, où il assiste à plusieurs grands procès. Les études de droit, il doit s'y plier. Ce n'est pas pour lui un plaisir, c'est un devoir, puisque comme il est destiné à la fonction parlementaire, c'est-à-dire à rendre la justice, il faut se former au droit. Au sortir du collège, on me mit dans les mains des livres de droit. J'en cherchais l'esprit, je travaillais, je ne faisais rien qui vaille. Dans la capitale française frétillante, il suit diverses séances de l'Académie, particulièrement celle des sciences. Il lie de nouvelles amitiés avec des esprits libres, érudits et extravagants, à l'image du comte de Boulainvilliers, cultivant l'athéisme et l'astrologie. À Paris, on ne sait comment il rencontre un certain nombre de personnages particulièrement intéressants qui font la vie intellectuelle de l'époque. Parmi les plus connus, Fontenelle, qui est membre de l'Académie des sciences, qui va, semble-t-il, l'introduire dans un certain nombre de milieux. Dès lors, toutes ces rencontres parisiennes lui ouvrent un champ des possibles qui ne cessera pas de forger l'homme et le philosophe. Le décès de son père en 1713 ramène le jeune homme à l'esprit affûté à Bordeaux. Montesquieu est alors âgé de 24 ans, il devient baron de la Brède. Il hérite des innombrables propriétés foncières des Secondat qu'il gère admirablement. Parallèlement, il entame sa carrière de conseiller au Parlement de Bordeaux, l'équivalent de nos cours d'appel actuelles. Alors nous sommes dans la salle d'audience que nous appelons la salle d'audience Montesquieu, qui est la salle d'audience solennelle de la cour d'appel, la plus belle. Quant à la statue que nous avons vue tout à l'heure dans la salle des pas perdus, c'est une statue qui a été offerte alors que le Parlement avait été détruit, juste avant la Révolution. Eh bien, on offre aux magistrats une statue de Montesquieu qui est originale en ce qu'elle le représente en voyageur. On peut remarquer qu'il a ses bottes, qu'il a sa veste, il a quand même un tas de livres à côté de lui. Le 30 avril 1715 est célébrée en l'église Saint-Michel de Bordeaux, sans aucun membre de la famille, l'union discrète de Charles-Louis baron de la Brède, parlementaire bordelais catholique, avec mademoiselle Jeanne de Lartigue, d'origine calviniste. Celle-ci lui offre en dot de vastes domaines viticoles, notamment en Grave et en Agenais.
Montesquieu épouse Jeanne de Lartigue, une femme dont hélas nous n'avons pas de portrait. On la disait cependant laide, boiteuse, avec un mauvais caractère. Quelque part, peu importe, elle était extrêmement fortunée et avait un grand sens des affaires, ce qui arrangeait bien Montesquieu lorsqu'il s'absentait. Ils ont eu 3 enfants, un fils aîné, Jean-Baptiste, qui suit la carrière plutôt scientifique de son père, et 2 filles, Marie et Denise. Denise est peut-être la préférée puisqu'elle travaille avec son père pendant de nombreuses années. Ce mariage œcuménique démontre aussi son faible attachement à la religion et à la foi, malgré une mère très pieuse et des études dans un collège ecclésiastique. Ses premiers écrits, d'ailleurs, se consacrent à la thématique de la diversité religieuse et à la contestation de l'absolutisme catholique. En effet, à 20 ans, il avait rédigé un essai, « La damnation éternelle des païens ». Il récidive avec un discours intitulé « Sur la politique des Romains dans la religion », prononcé en 1716 à l'Académie des sciences de Bordeaux. En 1716 survient le décès de son oncle prestigieux, Jean-Baptiste de Secondat, l'aîné de la famille. Celui-ci lui lègue une immense fortune, la baronnie de Montesquieu dont il va désormais porter le nom, ainsi que la charge de président de mortier au Parlement de Bordeaux, une des charges les plus importantes de la justice française de l'Ancien Régime. Pourtant, le droit n'était pas sa vocation première. Il écrira « Quant à mon métier de président, j'avais le cœur très droit. Je comprenais assez les questions en elles-mêmes, mais quant à la procédure, je n'y entendais rien. » Il a d'abord été conseiller au Parlement de Bordeaux, ensuite président, c'est-à-dire qu'il doit rendre la justice. Il ne doit pas plaider comme avocat, pas du tout. Il est formé pour rendre la justice. À cette époque, Montesquieu se trouve à Bordeaux pour ses diverses responsabilités. Il demeure successivement rue des Lauriers, dans une ancienne habitation de son père, puis au 29 rue Margot. Il délaisse volontiers ses responsabilités de magistrat, se passionnant notamment pour les sciences. En 1716, Montesquieu devient membre de la toute récente Académie des sciences, arts et belles-lettres de Bordeaux, fondée par Louis XIV. Par la suite, il sera également membre de celle de Nancy. Il a été président à 4 reprises, 1718, 1726, 1735 et 1748. Montesquieu fait partie de tous ces philosophes du XVIIIe siècle, comme Voltaire au demeurant, qui en particulier ont été attirés par le caractère expérimental des sciences. Montesquieu le fait à la façon de Descartes, c'est-à-dire qu'on regarde un phénomène, on l'analyse, on le décrit et on essaie d'en tirer des conclusions. L'intérêt pour les sciences de Montesquieu se voit très bien avec cet exemple. On a là le catalogue de sa bibliothèque qui contient plus de 3000 références et dans la rubrique algèbre et arithmétique, on voit la citation d'un ouvrage d'un certain Guinet, mathématicien, ouvrage publié en 1705. Et cet ouvrage est copieusement annoté de la main de Montesquieu. Nous avions par ailleurs précédemment acquis une lettre de Montesquieu dans laquelle il cite cet ouvrage que je vais vous lire. Je vous avoue que j'ai été surpris moi-même de la clarté de ce livre qui ne m'a presque arrêté en aucun endroit. Moi qui le suis à chaque instant avec l'application de l'algèbre à la géométrie de M. Guinet. La diversité des intérêts scientifiques de Montesquieu est considérable. Il s'intéresse aussi bien à la médecine qu'aux mathématiques, la médecine, l'anatomie, la chirurgie, également de la botanique. Alors on a des dissertations et des rapports de Montesquieu, notamment sur les grenouilles, qui est un grand thème de l'époque. On constate l'étendue de son avidité d'omniscience à travers 3 communications scientifiques qu'il commit. Les causes de l'écho, les glandes rénales et la cause de la pesanteur des corps.
On s'intéressait beaucoup à l'époque à tous les phénomènes astronomiques, de comètes, d'orages. On s'intéressait également beaucoup à tous les phénomènes qui étaient liés au son. Et Montesquieu a eu notamment l'occasion de communiquer à l'Académie sur des travaux liés à la qualité, aux propriétés de l'écho. Et il s'est beaucoup occupé aussi, pour des raisons personnelles, de la cécité et des problèmes de la vue. Le château de la Brède se prêta également à des enjeux scientifiques. La forteresse en garde encore des traces, à l'image du cadran solaire aux abords du parc. Montesquieu scientifique, c'est peut-être le côté le moins connu de l'homme. Néanmoins, il y portait une grande attention d'un point de vue curiosité, et puis pour être un homme complet, il possédait d'ailleurs un baromètre et aussi un cadran solaire qui est installé dans le parc du château. Cadran solaire dont nous savons qu'il a été installé ici au XVIIIe siècle et précisément pour le château puisqu'il est réglé en fonction de la longitude et de la latitude du lieu. Pourtant, la minutie et la patience nécessaires à l'expérience scientifique ne convenaient guère à l'esprit fugace toujours en éveil de Montesquieu. Dès lors, toutes ses œuvres à venir seront toujours empreintes des méthodes de travail scientifiques. De plus, Paris paraît le terrain idéal, aussi bien pour procéder à ses expérimentations que pour côtoyer les milieux érudits et humanistes. Le 31 mars 1717, Montesquieu s'installe à Paris. Il loge à l'hôtel de Flandre, dans la rue Dauphine. C'est dès lors l'amorce d'innombrables allers-retours entre Bordeaux, la Brède et la capitale parisienne. Féru de littérature et de philosophie, fin observateur des mondanités parisiennes, Montesquieu rédige à 32 ans les fameuses Lettres persanes. Il les publie anonymement en 1721 à Cologne et à Amsterdam. En 1721, Montesquieu est président à Mortier au Parlement. Il a donc, je dirais, véritablement un statut social. Néanmoins, il est clair qu'il est insatisfait d'un certain nombre de choses. Il a vu à Paris des spectacles qui l'ont révolté et c'est de là que naissent les Lettres persanes. Donc, les Lettres persanes qui sont un tout premier roman épistolaire polyphonique. Il a lui-même dit « J'ai appris au siècle à faire des romans par lettres. Il y en aura d'autres, la Nouvelle Héloïse et les Liaisons dangereuses. » Donc ces Lettres persanes, romans polyphoniques, fonctionnent à la fois sur la partie romanesque, le sérail, les deux persans qui viennent à Paris, mais aussi sur la partie, on va dire, philosophique. Par son dispositif épistolaire, Montesquieu fait venir en Europe Ouzbek, grand seigneur persan, et Rika, un peu plus jeune. Ils doivent, dit-il, découvrir les lumières de l'Occident. Et donc Montesquieu révèle ainsi, par le biais de ce regard persan, les ressorts politiques, religieux, sociaux de la vie parisienne, de la vie française en général. Et ce qu'il va mettre en lumière, c'est en quelque sorte le despotisme oriental qui règne en France, en particulier avant la mort de Louis XIV. Et donc, il va y avoir une sorte de miroir entre la société du sérail, la société despotique de l'Orient, et la société de cour française, qui semble beaucoup plus libre, en particulier la liberté des femmes, mais qui en réalité contient elle aussi des germes de despotisme. Et Montesquieu, à la fois nous montre le choc des cultures, la rencontre en quelque sorte des civilisations, et en même temps il nous révèle en miroir ce qu'il pourrait y avoir déjà d'oriental dans notre politique. Quand il a publié les Lettres persanes, c'est ça qui a vraiment surpris. Montesquieu était un jeune président à Mortier de Parlement, c'est-à-dire que dans la haute magistrature, rien ne semblait trahir le fait qu'il couvait des tas d'anecdotes qu'il allait raconter un jour sur tous les aspects possibles de la vie française. On ne peut pas faire dire à un personnage que le roi est un grand magicien parce qu'il change la valeur des monnaies, ou que le pape est un grand magicien pour d'autres raisons que je ne raconterai pas. Si on ne pouvait pas répondre, mais ce sont des personnes qui parlent, ils ne comprennent pas ce qu'ils observent en France,
Et donc, ce n'est pas moi qui dis ça. De toute manière, Montesquieu a assemblé comme ça une quantité innombrable d'anecdotes. Il en compile un livre qui s'appelle « Lettres persanes ». Tous les phénomènes qui nous paraissent naturels, par exemple la cour, ou même, car il n'y a pas que Paris ou la France qui sont décrits, il y a également les institutions européennes, le pape. Le pape est une vieille idole qu'on encense par habitude. Et le roi, donc celui dont il est question, c'est celui qui est mort quelques années plus tôt, en 1715, Louis XIV, il a une maîtresse de 80 ans et un ministre de 18 ans. Voilà qui surprend, voilà qui paraît tout à fait contraire au bon sens, voilà qui mérite d'être reconsidéré. C'est pourquoi les lettres persanes décapent et renversent les idées reçues en nous incitant à porter sur les institutions les plus ordinaires un regard innocent. Les lettres persanes conjuguent dans chacune des lettres à peu près tous les motifs, c'est-à-dire que tous les épistoliers, tous les destinataires reçoivent et parlent d'à peu près toutes choses. Mais dans le fond, il y a une conjonction qui ne se fait pas, celle des femmes et de la philosophie. Sauf en un point, Roxane, celle qui va mettre le sérail à feu et à sang, la préférée d'Uzbek, le maître du sérail, et sur la lettre de laquelle se terminent les lettres persanes, hein, où elle renverse toutes les données et elle fait comprendre à son maître qu'elle n'a jamais été soumise, bien sûr, et que la relation n'a pas été celle qu'il a cru. Uzbek a laissé un sérail, nous dirions aujourd'hui un harem en Perse, et que ces femmes sont plus ou moins malheureuse en son absence. Autrement dit, Uzbek qui s'intéresse tellement à la liberté en France, à cette liberté des Européens, Uzbek maintient ces femmes dans l'esclavage. Le désir des femmes est bien l'enjeu de la question du sérail et des lettres persanes en général. Ce que fait Roxane, c'est de conjoindre les deux. D'abord, tous les termes qu'elle emploie dans sa lettre, droit, servitude, liberté, soumission, sont des termes qui ont été discutés, présents dans toutes les lettres précédentes. Et elle les renvoie à leur destinataire d'une certaine manière en faisant la critique. Et Roxane se découvre à nous philosophe. Elle ne l'était pas, elle le devient. Elle ne le devient pas, elle l'était depuis le début par le pouvoir de la fiction. Cette œuvre, qui met en relief son génie, connaît un succès éclatant et une rapide renommée. Comme il le dit dans la préface, si on savait qui je suis, on dirait que ça n'est pas digne d'un homme grave. Mais comme il n'a pas signé, il peut garder pendant un certain temps l'anonymat. Toutefois est-il que son identité est bientôt su. Comme le livre est soi-disant publié hors de France, il n'y a pas de nom d'auteur ni de censure. Évidemment, l'ouvrage a un tel succès qu'il est réimprimé subrepticement en France, réimprimé également en Hollande. Tout le monde parle des lettres persanes. Nous conservons un exemplaire d'une traduction anglaise des lettres persanes. L'ouvrage est traduit relativement vite pour l'époque en Angleterre. Et là, c'est un exemplaire de la deuxième édition anglaise qui a été publiée en 1730. Mais les lettres persanes, ce n'est pas encore l'esprit des lois. Il n'y a pas la conceptualité et les notions qui apparaîtront plus tard dans l'esprit des lois. Par exemple, si le despotisme est cette action immédiate comme la boule de billard qui vient en toucher une autre, on voit que le despotisme fonctionne tout à fait différemment dans les lettres persanes, tout simplement parce qu'il faut 6 mois pour qu'une lettre puisse aller de Perse en Europe, et qu'un ordre donné par le despote depuis l'Europe met 6 mois avant d'arriver en Perse, alors qu'il faudrait que l'action s'exécute en un instant extrêmement bref. Fort du triomphe des lettres persanes, ce grand provincial à l'accent gascon est admis dans les hautes sphères du Paris éclairé. Il fréquente ainsi les salons influents de la capitale, par exemple celui de Madame de Lambert, rue Vivienne, ou encore celui de Madame Geoffrin, rue Saint-Honoré. Dans ces lieux élitistes se mêlent les gens d'esprit, les nobles, les savants, les hommes de lettres et autres philosophes.
Montesquieu y côtoie aussi bien l'académicien Fontenelle que Marivaux, ou encore le marquis d'Argenson. La fréquence de ses séjours parisiens est devenue de plus en plus soutenue depuis le succès des lettres persanes. Il loge à l'hôtel de Transylvanie, rue de la Verrerie, lorsqu'il publie son poème voluptueux en prose, Le Temple de Gnide, inspiré des lieux élitistes et des milieux libertins qu'il fréquente. Le Temple de Gnide est un ouvrage publié par Montesquieu en 1725 et qui aura très tôt un succès important car il sera le prétexte pour les dessinateurs, les illustrateurs, les graveurs à ajout de gravures érotiques dans l'ouvrage. Cette œuvre d'inspiration mythologique, raffinée et sensuelle, publiée sous le pseudonyme d'un ancien évêque grec, déchaînera la censure religieuse de l'époque. Au cours de cette même période, Montesquieu compose le dialogue de Sylla et d'Eucrate. On retiendra le célèbre aphorisme tiré de l'ouvrage. Pour qu'un homme s'élève au-dessus de l'humanité, il en coûte trop cher à tous les autres. L'histoire, et notamment l'histoire ancienne, l'intéresse parce qu'il peut en faire une lecture politique. Et cela, ce sera constant dans toutes ses œuvres où il est question d'antiquité. Il essaye de tirer une vision, non pas historique, mais quelque chose qui se prête à une véritable réflexion.